Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé «Quelles aides financières pour un projet de rénovation énergétique de mon logement?». Voilà, donc je me présente, je m'appelle Vincent Debloc et je suis accompagné ce soir de Koumari Mourti. Donc nous serons vos animateurs pour la soirée. Nous intervenons du coup ce soir voilà, pour ce webinaire pour aborder la thématique des aides financières en rénovation énergétique. Voilà, on a un créneau devant nous d'1 heure 30. On va le voir plutôt découpé sur un temps de présentation qui va durer environ 1 heure, suivi d'un temps d'échange et de questions d'environ 30 minutes. Voilà, donc l'idée, ça va être de faire un petit peu le point parmi tous les dispositifs financiers existants en matière de rénovation énergétique. Avant de se lancer dans le vif du sujet, quelques petits rappels sur les modalités pratiques un peu de ce webinaire. Donc, vos micros et vos caméras sont désactivés hein, le temps du webinaire. Vous pouvez quand même poser vos questions. Faites-le, privilégiez s'il vous plaît l'onglet Q et R, questions et réponses. Voilà un onglet spécifique pour poser vos questions. Et donc, Koumari pourra y répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc, vous pouvez vous poser vos questions par écrit, mais je précise, voilà, privilégiez plutôt l'onglet questions et réponses. Le chat est plutôt réservé éventuellement à des réactions, mais essayez de poser vos questions sur l'onglet dédié. À l'issue de la conférence, comme je disais, on va pouvoir aussi prendre un temps de questions et on pourra le faire à l'oral. On pourra réactiver vos micros au besoin. Et je précise, le webinaire est actuellement enregistré et donc le replay ainsi que la présentation vous seront envoyés, je le précise, hein, ils vous seront envoyés sur les mails avec lesquels vous vous êtes inscrits au webinaire de ce soir. Tout ça vous sera bien sûr envoyé. Voilà et bah, écoutez, on va pouvoir se lancer. Je vais commencer très rapidement, mais en présentant finalement la structure Énergie Solidaire dans laquelle nous travaillons avec Koumari. Donc Énergie Solidaire, c'est une association qui est basée à Carrières-sous-Poissy, hein, sur le territoire Nord-Yvelines, comme on peut le voir à l'écran. L'association Énergie Solidaire, elle existe depuis 1998 et aujourd'hui, on est une équipe d'environ 19-20 salariés. Et donc Énergie Solidaire porte un service public notamment que l'on appelle l'espace conseil France Rénov'. Un service public de conseil pour répondre aux questions sur la rénovation et notamment rénovation énergétique des logements. Donc c'est un service public, donc des conseils neutres, gratuits et indépendants que l'on porte finalement depuis 2002 en l'occurrence sur tout le territoire que vous voyez représenté en vert, qu'on surnomme le Nord-Yvelines. Voilà, donc Énergie Solidaire porte ce service public dont l'objectif est de renseigner le grand public, les particuliers, les ménages sur leurs projets de rénovation, aussi bien sur l'aspect travaux, techniques, réglementaires également, pour vous permettre d'y voir un peu plus clair dans vos projets, et également sur la partie financement. Voilà, quelles sont les aides financières existantes pour ces travaux? Est-ce qu'il y en a? Si oui, quelles sont les conditions et auprès de qui je dois les demander? Voilà, c'est un petit peu ce genre de questions auxquelles on a pour mission de répondre. Et donc, le webinaire de ce soir fait partie un petit peu de cette initiative un peu d'animation pour attirer le plus grand nombre et renseigner le plus grand nombre sur ces sujets. Et donc ce soir, vraiment une thématique spécifique sur les aides financières en rénovation. Pour le sommaire de la soirée, alors comment ça va se découper? On va commencer par, une petite introduction, une mise en contexte finalement pour, voilà, rappeler un petit peu les enjeux qui tournent autour, de la rénovation énergétique. Puis on s'attaquera au vif du sujet en notamment en explicitant d'abord, dans un premier temps, quelques critères, d'éligibilité, des critères un peu d'ordre, généraux, mais qui permettent d'avoir, aussi bien en tête, certaines choses. Puis on va se consacrer, vraiment au vif du sujet, à savoir les aides financières et on commencera tout d'abord par, des aides nationales et notamment les aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Puis on se tournera vers les certificats d'économie d'énergie, les C2E, toujours au niveau national. Puis on redescendra un petit peu au niveau local cette fois, on parlera un petit peu des aides locales qui peuvent exister sur le territoire. Ensuite, on abordera, notamment les prêts bancaires, la TVA en rénovation énergétique et puis on terminera un petit peu en présentant différents acteurs existants sur le territoire qui peuvent vous accompagner pour vos projets de rénovation énergétique. Et à la fin, comme je vous disais, un temps d'échange et de questions, mais à nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions sur le vif, notamment dans l'onglet dédié pour ça. Voilà pour le sommaire.
Allons-y tout de suite avec, la partie mise en contexte, comme je disais, pour rappeler un petit peu les enjeux qui tournent, autour de la rénovation énergétique, des logements. Aujourd'hui, voilà vraiment un secteur, marqué par, finalement de multiples, motivations. Alors, on parle souvent, voilà, de diminution de factures d'énergie, d'amélioration, du confort aussi thermique, beaucoup dans le logement et le confort aussi bien, en hiver, qu'en été, également. C'est voilà un contexte souvent lié, à ces 2 aspects de vouloir entreprendre des travaux de rénovation énergétique dont la finalité première finalement, et on le voit un petit peu représenté sur ce, schéma-là, sera de, combattre toutes les déperditions de chaleur qui peuvent, s'opérer dans le logement. Alors ici, on a une représentation un peu moyenne sur un logement type des années 70 notamment, avec, notamment la toiture et les murs comme, 2 gros postes de déperdition de chaleur. Mais bien évidemment, la rénovation énergétique, c'est bien plus large. On parle de tout ce qui touche à l'enveloppe du bâtiment, ainsi qu'au système de chauffage, d'eau chaude, de ventilation. Donc c'est vraiment assez vaste comme poste de travaux dans une maison. Et donc voilà, la rénovation énergétique s'inscrit souvent, sur des enjeux, d'amélioration de confort, de baisse des factures, d'amélioration de la qualité de son logement et aussi sur le plan, acoustique d'ailleurs, hein, une rénovation énergétique peut améliorer cette situation-là également. Bien sûr, on retrouve également, d'autres motivations, parfois d'ordre aussi réglementaire, hein. Il y a des réglementations qui entrent en vigueur aujourd'hui en matière de rénovation énergétique, certaines qui concernent les propriétaires vendeurs, par exemple, avec notamment, l'obligation de fournir parfois un audit en plus, du DPE lors de la vente, d'un logement, en fonction de la situation, énergétique du logement. On retrouve également des réglementations spécifiques pour les propriétaires bailleurs qui veulent mettre en location, des biens. Voilà, aujourd'hui, il y a des interdictions de location qui arrivent, sur certaines échéances, pour les logements notamment classés, passoires énergétiques. Aujourd'hui, ça concerne donc les logements G, mais finalement les logements F puis les E, arriveront également, à échéance. Donc, ça peut aussi s'inscrire dans un contexte assez réglementaire pour pouvoir continuer la mise en location de biens immobiliers. Et puis la rénovation énergétique, ça s'inscrit aussi, dans une démarche d'améliorer ce qu'on appelle la valeur verte des logements. Alors vous voyez dans ce tableau-là, alors c'est, un tableau, qui a été, fait à partir de la base de données des notaires de France, comment dire? Dispose chaque année d'un document qu'on appelle la valeur verte des logements et donc on a spécifiquement extrait les valeurs pour, l'Île-de-France et la grande couronne plus particulièrement. Ça concerne les maisons et les appartements et l'idée est de voir finalement par rapport à une étiquette de référence, en l'occurrence l'étiquette D, finalement à un logement équivalent mais mieux classé ou moins bien classé sur l'étiquette énergie, quel écart de valeur je peux observer, sur, mon logement. Et donc on voit qu'il y a des écarts quand même assez, significatifs qui peuvent, s'observer. Si on prend par exemple, voilà, un appartement classé, A ou B, se vendra, en moyenne 5 à 9 plus cher qu'un appartement classé D, qui est l'étiquette de référence. Et à l'inverse, des logements, classés passoires énergétiques, se vendront moins cher, là en l'occurrence, de moins 11 à moins 9 en fonction de voilà, de son étiquette énergie de départ. Donc la rénovation énergétique, ça a aussi, comment dire, vocation d'améliorer cette notion un petit peu de valeur verte de son bien immobilier, qui va prendre de plus en plus d'importance avec, notamment, l'augmentation du coût de l'énergie. Donc c'est également un contexte qui peut expliquer la rénovation, énergétique. Pour donner quelques chiffres également au niveau de l'année 2024, l'ANA a rendu, ces chiffres clés, qui sont disponibles d'ailleurs, sur internet, mais pour faire, un petit peu le point en 2024 donc, il y a eu un peu plus de 400 000 logements rénovés et sur ces 400 000 logements rénovés, 340 000 concernent de la rénovation énergétique et donc un peu moins de 100 000 rénovations d'ampleur, en l'occurrence. Ce qui représente un peu plus de 7 milliards d'euros de travaux, générés et sur ça, finalement, au niveau des aides versées en 2024, ça représente, 3,77 milliards euros, d'aides, distribuées par, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, pour, la rénovation des logements. Voilà, ça c'est quelques chiffres qui sont sortis récemment au niveau de l'ANA pour, résumer un petit peu l'année, 2024. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur ce petit propos introductif. L'idée, c'était voilà, de mettre un petit peu de contexte, autour, de la rénovation énergétique et de faire donc le lien avec les aides financières qui vont être notre thématique, d'intérêt, ce soir.
Et comme je vous disais, on va d'abord démarrer peut-être avec, des critères, d'éligibilité, à avoir en tête, des critères un petit peu, génériques, mais qui voilà, qu'il est bien, d'avoir, en tête pour, se lancer un peu plus sereinement. L'idée étant vraiment d'emmagasiner un maximum d'informations avant de se lancer dans les projets, de rénovation. Alors quelques règles générales, déjà concernant l'âge, des logements. Aujourd'hui, les aides financières, concernent des travaux de rénovation. Alors sur des bâtiments, résidentiels, on va se concentrer ce soir sur ce secteur. Souvent on dit de plus de 15 ans parce qu'en fait au niveau on va le voir au niveau des aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, ça concerne des logements de plus de 15 ans. Mais on le verra plus particulièrement qu'au niveau des C2E, notamment les certificats d'économie d'énergie, les logements peuvent avoir un peu moins de 15 ans, c'est, 2 ans en l'occurrence, l'âge minimum. Mais on préfère retenir 15 ans en l'occurrence comme MaPrimeRénov' étant, un des dispositifs vraiment, principaux et qu'on mobilise le plus. Voilà, on retient souvent 15 ans comme, âge minimum sur les bâtiments. Ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau des travaux, qui sont réalisés, donc voilà, des travaux d'isolation, de vitrage, portes, volets, menuiseries et cetera, également chauffage, ventilation, eau chaude. Voilà, les travaux vraiment sur le plan énergétique doivent être réalisés par des professionnels qui sont certifiés RGE. Reconnu garant de l'environnement. Ça, c'est aussi un critère, indispensable. Il y a un annuaire qui existe sur le site, france-rénov.gouv, un annuaire qui recense toutes les entreprises, qualifiées RGE. Donc c'est important d'être conscient de ça, en sachant que le RGE, s'il fallait retenir aussi 2 points, de vigilance, c'est de regarder sur le certificat d'une entreprise jusqu'à quand le RGE est valable, parce que ça a une durée de validité, un certificat, et pour quel type de travaux l'entreprise est RGE. On peut être certifié RGE pour isoler un mur par l'intérieur, par exemple, et ne pas être RGE pour isoler ce même mur par l'extérieur. C'est 2 qualifications métiers différentes, donc 2 certificats RGE, différents. Donc ça, voilà, le RGE est vraiment important et comme je vous disais, l'annuaire est disponible sur le site France Rénov et on peut d'ailleurs télécharger dessus, les certificats des entreprises directement. Ensuite, au niveau des aides, il y a également la notion de conditions de ressources, la tranche de revenus et on va avoir les plafonds juste après, donc je n'en dis pas plus pour le moment, mais la notion des revenus va être prise en compte. Et puis, gardez en tête que les aides, ne se demandent pas de manière rétroactive. Elles se demandent toujours avant le démarrage des travaux, mais même avant signature des devis. On peut déposer les dossiers sur la base de devis non signés, et lorsque les retours sont positifs, on signe les devis pour ensuite derrière entreprendre les travaux. Mais surtout, ce n'est pas après les travaux que l'on demande les aides financières, ce sera malheureusement trop tard. Je vous parlais donc des revenus, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Vous voyez ici, on a un tableau avec, les plafonds de ressources en Île-de-France, je précise. Ce soir, comme on a, un public, francilien, je garde ces plafonds-là, mais sachez que ce ne sont pas les mêmes plafonds dans les autres régions de France. Donc là, on a les plafonds en Île-de-France, valables depuis le 1er janvier 2025. En général, au 1er janvier de chaque année, ça évolue. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'on a 4 tranches de revenus possibles: très modeste, modeste, intermédiaire et supérieur. Et donc pour déterminer dans laquelle vous vous situez, l'idée c'est de prendre en considération le nombre de personnes composant le ménage, donc toutes les personnes, adultes, enfants, toutes les personnes qui occupent le logement comme étant, résidence principale. Et ensuite, une fois que ce chiffre-là est déterminé, on regarde le revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition en date pour l'ensemble des occupants. On peut être sur plusieurs avis d'imposition distincts, c'est pas du tout un souci, mais dans ce cas, il faudra bien faire le cumul, des avis d'imposition et le cumul des revenus fiscaux de référence. Donc on prend le dernier avis d'imposition en date. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de l'année 2023. Mais si votre dossier se dépose, après, l'établissement du prochain avis d'imposition, bah, vous prendrez, celui-ci. Donc c'est vraiment le dernier en date qui fait foi et c'est lors du dépôt du dossier que la tranche de revenus est figée et donc en fonction de ces 2 facteurs, le nombre d'occupants et le revenu fiscal de référence du foyer, on peut déterminer la tranche, de revenus dans laquelle on se situe et après on le verra, ça a une influence du coup notamment sur, les programmes d'aide et les montants d'aide que l'on peut obtenir. Ensuite, au niveau des dispositifs d'aide financière, je vous ai dit, on a notamment au niveau travaux qu'il fallait que l'entreprise, qui réalise les travaux soit qualifiée RGE. Ça effectivement, c'est un critère vis-à-vis de l'entreprise en elle-même. Mais retenez également que il y a également des critères concernant les travaux qui vont être effectués de manière un peu plus précise. Alors, on va le voir. En fait, au niveau des aides financières, aujourd'hui, les aides financières, on peut les solliciter de 2 manières. Il y a un petit peu 2 schémas, selon laquelle on peut, demander, les aides. On peut soit les demander avec un schéma dit
rénovation poste par poste ou bien rénovation par geste ou monogeste, parfois on dit également. Ça consiste à demander des aides vraiment individuellement sur des postes de travaux précis. Ça, c'est une première méthode. Il y a également une seconde méthode qui consiste plutôt à demander les aides de manière globale sur un projet qualifié d'ampleur. Et on va le voir, du coup, les exigences ne sont dans ce cas pas les mêmes. Et donc, dans les 2 cas, par contre, il y aura des exigences attendues au niveau des travaux. Alors, l'idée ce soir n'est pas de faire le listing complet, mais je vais quand même donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux. On va commencer avec cette méthode, comme je vous disais, de rénovation un peu poste par poste, monogeste également. Je vous donne un exemple. Si je veux isoler un mur par l'intérieur de ma maison, voilà, mon projet concerne uniquement l'isolation de murs par l'intérieur. Bah, vous voyez ici dans cet extrait que j'ai mis sur la présentation, on voit qu'il y a un critère, une performance attendue. Ici, c'est noté R. On parle d'un R supérieur à 3,7. C'est ce qu'on appelle la résistance thermique. Je ne vais pas rentrer dans la technique, ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir, mais c'est pour bien avoir en tête qu'il y a des exigences techniques attendues sur les travaux notamment. Là, je vous ai donné un petit exemple avec l'isolation, mais ça fonctionne pour tous les travaux. Si je continue un petit peu, vous voyez là l'exemple des fenêtres. Si mon projet concerne l'installation de fenêtres, bah, il y a également des critères techniques attendus en matière de fenêtres, avec le UW, le SW que l'on peut voir là. Mais à nouveau, l'objectif de ce soir n'est pas qu'on retienne l'ensemble des critères techniques. Tout ça, c'est listé dans des documents qu'on pourra vous remettre sans problème. Mais c'est plutôt que vous ayez bien en tête qu'il y a des niveaux de performance à chaque fois attendus au niveau des travaux et donc, il faut non seulement vérifier que l'entreprise est bien RGE, oui, mais que les travaux répondent bien également à ces critères techniques. Je donne encore un petit exemple, l'exemple d'un poêle, par exemple, un poêle à bûche. Bah, vous voyez, il y a des attendus en matière d'émissions de polluants. Là, on voit les émissions monoxyde de carbone ou de particules qui ne doivent pas dépasser certains seuils, et également la notion de rendement énergétique de l'appareil. Voilà, donc il y a des critères vraiment pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique. À chaque fois, il y aura des critères, des exigences un peu techniques. C'est bien d'en être conscient. L'idée de ce soir n'est pas de les apprendre par cœur. Il y a des documents qui résument tout ça, on pourra vous les mettre à disposition, mais je voulais quand même que l'on en ait bien conscience. Ça, c'était pour un petit peu la première solution, disons, quand on demande les aides vraiment en rénovation poste par poste ou en monogeste. Mais maintenant, si on a un projet d'une plus grande ampleur et qu'on veut demander les aides de manière globale sur un ensemble de travaux, il va aussi y avoir des exigences attendues en matière de travaux, mais il y aura également des exigences attendues sur l'ensemble des travaux et notamment sur le gain énergétique à obtenir. J'aurai l'occasion de le préciser un petit peu, mais là, ce que je veux, le petit point de vigilance que je veux apporter, c'est que du coup, dès lors que l'on fait une rénovation d'ampleur et qu'on veut demander des aides sur l'ensemble des travaux finalement en un seul dossier, il va falloir justifier que ces travaux-là sont bien de la rénovation d'ampleur et pour ça, c'est sur l'appui d'un audit énergétique. Et attention, je dis bien un audit énergétique et non pas un DPE, le diagnostic de performance énergétique. J'aurai l'occasion de le préciser un peu plus tard, mais c'est bien un audit énergétique qui permet de justifier que les travaux que l'on va entreprendre atteignent bien les niveaux de gain énergétique attendus. On va le voir, hein, ça s'exprime sous la forme de saut de classe sur l'étiquette énergie notamment. Mais en tout cas, c'est bien sur la base d'un audit énergétique qui se réalise du coup avant travaux et qui se réalise aussi par des professionnels qualifiés pour ça, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc voilà, c'était pour avoir quand même en tête qu'il y a des critères attendus en matière un peu plus technique sur les travaux, que ce soit les travaux pris individuellement ou bien l'ensemble des travaux qui doit apporter un gain minimum. Et enfin, pour terminer sur ces premiers, disons, critères d'éligibilité, il y a également des vigilances à avoir, sur, disons, plutôt les côtés administratifs. Voilà, au-delà de tous les aspects techniques et cetera, ben, il faut vérifier notamment, la cohérence de tout ce qui est date, par exemple sur les devis, sur les factures et cetera. Comme je vous disais notamment, les dossiers se déposent toujours avant les travaux et même avant signature des devis. Vérifier tout ce qui est administratif sur les coordonnées notamment, qu'il n'y ait pas voilà, d'écart entre le nom, prénom du demandeur sur les devis, factures, dossiers d'aide, avis d'imposition, etc. Tout ce qui est info de l'entreprise, que ce soit bien noté sur les devis notamment.
qui ait tous les détails mentionnés, sur les devis et les factures, notamment en matière de matériaux employés, d'équipements posés, et cetera. Mais là, à nouveau, on est bien sûr à votre disposition pour vous aider dans l'interprétation des devis et vérifier leur conformité, notamment pour, déposer vos dossiers de demande d'aide le plus sereinement possible. Et sachez qu'il existe aussi, un guide, alors c'est un guide plutôt à destination des professionnels, mais qui est, disponible, en accès libre, hein, bien entendu, qui fait un petit peu une checklist de tout ce qui doit apparaître sur les devis et les factures notamment, pour, fluidifier un petit peu les dépôts de dossiers, sur les plateformes. Donc voilà, c'est plutôt des points de vigilance d'ordre administratif parce que souvent, on peut, voilà, entendre des dossiers de demande d'aide qui traînent un petit peu en longueur. Souvent, finalement, ça part de petits détails, un peu administratifs parfois, mais qui peuvent bloquer des dossiers. Donc je préfère, donner un premier point d'alerte, là-dessus. Voilà pour, un petit peu ce premier aspect, sur les critères, d'éligibilité, aux aides financières. Vraiment des critères un peu d'ordre généraux, bien sûr. Je ne suis pas rentré dans un détail, complètement exhaustif. On va pouvoir enchaîner du coup sur, une présentation vraiment des dispositifs d'aide existants, à l'heure actuelle. Et donc je vais démarrer, par, un petit peu le cœur principal du sujet, à savoir les aides de l'ANA. Donc l'ANA pour Agence nationale de l'habitat, qui est le service d'État en fait en charge, d'appliquer la politique de l'État, gouvernement finalement en matière d'habitat et de rénovation. Donc l'ANA a notamment, mis en place des dispositifs, d'aide financière pour, la rénovation énergétique et on va avoir l'occasion, de les balayer, ce soir. Et donc notamment, on démarre avec, le dispositif principal, à savoir MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est donc le nom, d'un dispositif financier, déployé par l'ANA. MaPrimeRénov' aujourd'hui propose 2 parcours, différents et ces 2 parcours finalement, l'idée va être de solliciter celui qui vous correspondra le mieux, à vous et à votre projet et en fait, ces 2 parcours notamment, vont se distinguer par rapport à la notion, d'étiquette énergie sur, le logement en fonction un petit peu de l'ampleur des travaux que l'on va faire et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc on va distinguer au sein de MaPrimeRénov' un parcours qu'on appelle le parcours accompagné et un parcours monogeste. Donc je vais présenter un petit peu les 2 parcours et on va voir, comment ils se distinguent. Je vais commencer par le parcours accompagné. Déjà pour, 1re information, le parcours accompagné, il est ouvert à tous dans le sens, tranche de revenus, hein. Il est ouvert à toutes les tranches de revenus, ce parcours accompagné et donc il est plutôt mis en place pour de la rénovation dite d'ampleur. Alors, c'est quoi la définition d'une rénovation d'ampleur? Eh ben, globalement, la voici. Il faut que les travaux de rénovation énergétique intègrent au moins 2 gestes d'isolation et permettent de faire 2 sauts de classe, ou plus sur l'étiquette énergie du logement. L'étiquette énergie du logement, vous voyez, c'est ce qu'on retrouve là au milieu de l'écran. Le logement, il est classé au départ, sur une lettre entre A et G. Eh bien, il doit faire au moins 2 sauts de classe à l'issue des travaux pour pouvoir prétendre au parcours accompagné. Je vous donne un exemple. Avant travaux, si je suis classé en E sur l'étiquette énergie, eh bien, je dois atteindre à minima l'étiquette C à l'issue des travaux. Et donc, pour justifier de ça, tout part d'un audit énergétique réalisé avant les travaux, comme je le disais, précédemment. Donc, un saut de 2 étiquettes énergie ou plus, et on le verra, hein, si on en fait plus, ça peut être d'autant plus intéressant au niveau du montant des aides, et au moins 2 gestes d'isolation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, si vous voulez, dans le parcours accompagné, on peut y faire passer beaucoup de travaux de rénovation énergétique, donc notamment tout ce qui touche à l'enveloppe du bâtiment, isolation de la toiture, des combles, isolation des murs, isolation du sol, du plancher bas, les menuiseries, fenêtres, portes d'entrée, volets, également tout ce qui touche à la ventilation, les VMC notamment, chauffage, système de chauffage et système de production d'eau chaude sanitaire. Donc on peut faire passer beaucoup de travaux dans le parcours accompagné, mais le minimum attendu, c'est bien 2 gestes d'isolation. Les gestes d'isolation possibles, on en retrouve 4. On retrouve la toiture, ça peut être, les rampants du toit, ça peut être les combles perdus par exemple. On retrouve les murs, que l'on peut isoler par l'intérieur ou par l'extérieur d'ailleurs. On peut retrouver les surfaces vitrées, donc fenêtres, porte-fenêtres, et fenêtres de toit notamment. Et on retrouve comme 4e geste, le plancher bas. Par exemple un plafond de vide sanitaire ou un plafond de sous-sol.
Donc le minimum, attendu, c'est au moins 2 gestes d'isolation qu'il faut intégrer dans le projet. Bien sûr, on peut en mettre plus et on peut rajouter d'autres postes de travaux, comme je disais, comme la ventilation, chauffage, eau chaude et cetera. Mais le minimum attendu, c'est 2 gestes d'isolation. Ensuite, le parcours accompagné, l'aide, elle se calcule comme un pourcentage du montant des travaux qui sera pris en charge et j'aurai l'occasion de vous présenter le tableau juste après pour qu'on puisse voir les chiffres d'un peu plus près. L'avantage du parcours accompagné aussi, c'est que l'aide, il y aura un seul et unique dossier qui va être créé, qui va concerner du coup l'ensemble des travaux et qui va également intégrer la prime des C2E, les certificats d'économie d'énergie que je présenterai, juste après. Bah, l'intérêt du parcours accompagné, c'est que tout est centralisé en un seul et même dossier pour l'ensemble des travaux et ça intègre également la prime C2E dedans, donc il y a, moins de dossiers à gérer, disons, en parallèle. Le parcours accompagné pour les propriétaires occupants, il implique un engagement d'occupation, du logement pendant une durée d'au moins 3 ans, après les travaux. Donc il y a un engagement d'occupation pour les propriétaires occupants et je ne l'ai pas noté ici, mais le parcours accompagné est bien entendu accessible aux propriétaires bailleurs également et dans ce cas, il y a un engagement de mise en location pendant une durée de 6 ans, concernant les propriétaires bailleurs. Et enfin, le parcours accompagné, ben, le terme accompagné, hein, dans le nom du parcours, à quoi il fait allusion? Eh bien, en fait, il fait allusion à un acteur que l'on appelle l'accompagnateur Rénov'. Alors, le logo est juste ici. On emploie souvent l'acronyme du MAR, Mon accompagnateur Rénov', comme vous pouvez le voir à l'écran. Et en fait, le parcours accompagné, c'est vraiment pour faire directement référence à cet acteur, qui est le MAR. Alors, quel est le rôle de cet acteur-là? Bah, c'est de vous accompagner, comme son nom l'indique, tout au long du projet. Depuis une première visite de votre logement avant les travaux jusqu'à une visite post-travaux, une fois que le chantier est terminé. L'accompagnateur Rénov', il a notamment pour mission, à l'issue de la première visite du logement, de réaliser ce fameux audit énergétique, comme j'en parlais, puisque c'est l'audit qui permettra déjà de bien définir l'état actuel du logement et donc sur quelle lettre je me situe au niveau de l'étiquette énergie, mais surtout de bien définir le projet de travaux, le scénario de travaux que l'on va entreprendre et de regarder, ben, ce scénario-là, est-ce qu'il me permet bel et bien d'atteindre les 2 sauts de classe minimum qui sont, attendus? C'est l'accompagnateur Rénov qui a pour mission notamment de réaliser cet audit et comme je disais, l'audit, il est réalisé une seule fois avant les travaux. C'est l'audit qui fera foi pour, statuer l'état actuel et l'état futur en faisant tel ou tel travaux. Donc les accompagnateurs Rénov, on est sur des profils de bureaux d'études, de thermiciens, d'auditeurs, parfois d'architectes. Il y a tout un annuaire, à nouveau sur le site France Rénov', il y a un annuaire des structures qui sont agréées accompagnateurs Rénov', que vous pouvez retrouver et qu'on pourra vous mettre à disposition. En tout cas, voilà, l'accompagnateur Rénov', c'est un acteur fondamental et obligatoire, dans le parcours accompagné. On y reviendra, cet accompagnateur Rénov', il a un coût, je repréciserai ça un petit peu après et il y a également des aides prévues spécifiquement pour cette prestation-là, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'est le parcours accompagné qui a plutôt pour vocation de financer, des projets d'ampleur qui intègrent au moins 2 gestes d'isolation, qui permettent de faire au moins 2 sauts de classe avec, à vos côtés, l'accompagnateur Rénov' qui, réalise notamment, l'audit énergétique. Mais si jamais votre projet, de travaux de rénovation ne s'apparente pas forcément à ce schéma-là, dans ce cas, vous pouvez mobiliser ce qu'on appelle le parcours plutôt monogeste. Le parcours monogeste, alors il est, lui accessible aux 3 premières tranches de revenus pour information, donc la tranche très modeste, modeste et intermédiaire. La tranche supérieure n'est pas éligible au parcours, monogeste de MaPrimeRénov'. Alors vous allez le voir, là je vais détailler certaines choses, mais vous allez le voir dans ma présentation, j'ai barré, certains éléments. Alors pourquoi? Hop, là j'avais mis voilà, ouvert aux étiquettes A jusqu'à E, décarbonation des systèmes de chauffage, aide par geste forfaitaire, fourniture du DPE obligatoire, poste de travaux chauffage systématique et isolation éventuellement en complément. Si vous voulez, au 1er janvier 2024, le parcours monogeste, initialement, ce qui était en vigueur, c'était que c'était un parcours réservé aux logements classés entre A et E. Donc pour les logements F et G, il fallait absolument se tourner vers le parcours accompagné. Donc les logements qualifiés de passoires énergétiques, il fallait se tourner vers le parcours accompagné. Donc c'était ouvert aux étiquettes A à E. Et donc pour justifier que je me trouvais entre A et E, il fallait notamment fournir un DPE pour pouvoir justifier ça. De plus, le parcours monogeste était initialement prévu spécifiquement plutôt pour demander une aide sur l'installation d'un système de chauffage.
Donc si on voulait faire par exemple juste un poste d'isolation, on ne pouvait pas demander le parcours monogeste. Alors maintenant, depuis le 15 mai 2024, il y a eu une dérogation qui est entrée en vigueur pour simplifier l'accès au parcours monogeste et donc depuis, le parcours monogeste est ouvert à tout le monde au niveau de la tranche au niveau de l'étiquette énergie, donc les logements F et G peuvent y accéder. Le DPE n'est plus obligatoire à fournir et on peut demander le parcours monogeste, même si on ne fait pas du tout d'action sur le chauffage. Si on fait par exemple que de l'isolation, on peut demander le parcours monogeste. Mais je les ai rayés, je ne les ai pas supprimés complètement parce que c'est une mesure un peu de dérogation qui était valable jusqu'au 31 décembre 2024 et qui a été prolongée d'un an, donc jusqu'au 31 décembre 2025. Mais à terme, elle peut, voilà, ces règles-là peuvent revenir. Donc, j'ai préféré ne pas les supprimer complètement, mais plutôt de les rayer pour bien dire qu'aujourd'hui, le parcours monogeste, il n'y a pas besoin de fournir un DPE et il n'y a pas besoin de forcément faire une action de chauffage, je le précise. Et donc, le parcours monogeste n'implique pas non plus l'accompagnateur Rénov que j'ai présenté là juste avant pour le parcours accompagné. Il n'y en a pas du tout besoin dans le parcours monogeste. Il n'y a pas besoin de faire 2 gestes d'isolation ou 2 sauts de classe. C'est vraiment, ça va consister à demander une aide travaux par travaux. Et donc, pour regarder d'un peu plus près les montants proposés, ben, on va regarder tout simplement le tableau du parcours monogeste. On va pouvoir regarder ça d'un petit peu plus près. Ça prend cette forme-là. Alors, on va zoomer un petit peu. À nouveau, il y a un document accessible en ligne. On vous transmettra les liens qui résument tout ça. Et vous voyez, c'est un tableau, tout simplement, qui va lister sur la gauche l'ensemble des travaux éligibles dans ce parcours monogeste. Et on a les tranches de revenus. Vous voyez, très modeste, modeste, intermédiaire et supérieur. Comme je vous disais, la tranche supérieure n'est pas éligible. Il y a écrit non éligible partout pour le parcours monogeste. Et du coup, prenons un petit exemple. Je me situe dans la tranche modeste. Je veux installer chez moi un poêle à granulés. J'ai le droit à une prime de 1 000 €. Si on regarde juste ici pour la tranche modeste pour un poêle à granulés, une aide de 1 000 €. Autre exemple, je suis dans la tranche intermédiaire, je veux isoler mes murs par l'extérieur. Je vois ici que j'ai le droit à une aide de 40 € du mètre carré, en sachant que, petit point d'attention pour isoler des murs par l'extérieur, il y a écrit entre parenthèses surface de mur limitée à 100 mètres carrés. Donc, cette aide-là sera plafonnée à 4 000 € si jamais j'ai plus de 100 mètres carrés de mur à isoler. Et puis, pourquoi pas un autre exemple, je suis dans la tranche, très modeste et puis je veux isoler les rampants de ma toiture. Et bien, à ce moment-là, j'ai une aide de 25 € du mètre carré. Alors, quand c'est au mètre carré, je précise, c'est le mètre carré d'isolant posé. Donc ça implique, de connaître la surface d'isolant posé. Donc pour ça, bah, on se réfère notamment, au devis, des entreprises. Donc 25 € du mètre carré. Donc vous voyez, on est sur une aide forfaitaire en fonction du type de travaux et en fonction de la tranche de revenus. Et vous voyez dans le parcours monogeste, on peut remarquer qu'il y a certains postes de travaux qui n'apparaissent pas. Par exemple, si je veux isoler des combles perdus, ce n'est pas noté ici dans la liste des travaux combles perdus. Si je veux isoler par exemple le plancher bas, le plafond de mon sous-sol, on ne retrouve pas non plus dans cette liste-là isolation de plancher bas. Bien, en termes de ventilation, par exemple, on voit ici la VMC double flux, mais si je veux mettre une VMC simple flux, heu, je ne retrouve pas cette ligne-là. Donc MaPrimeRénov' dans ce parcours monogeste a une liste de travaux, on va le voir un peu plus restreinte que dans le parcours accompagné qui lui peut intégrer, beaucoup plus de travaux. Donc ça, c'est le parcours, monogeste, avec, voilà, je ne vais pas, passer en revue tout le tableau, hein, il y a des documents qui recensent tout ça, on pourra vous les mettre, à disposition. Mais du coup, on va regarder finalement en parallèle ce que le parcours accompagné, lui, propose. Je vous disais donc le parcours accompagné, avec voilà, cette notion de faire au moins 2 gestes d'isolation, au moins 2 sauts de classe sur l'étiquette énergie. L'idée du parcours accompagné, c'est pas de proposer une aide sous la forme d'un forfait, c'est plutôt un pourcentage, une prise en charge en fait d'un pourcentage du montant des travaux. Alors, ce sera toujours un pourcentage qui s'applique sur le montant hors taxe des travaux. Et donc, voici le tableau, tout simplement, le tableau avec les montants indiqués. Alors, comment l'interpréter ce tableau? Bah, déjà, il faut regarder la colonne qui vous concerne en fonction de votre tranche de revenus. La première colonne pour les très modestes, puis pour les modestes, revenus intermédiaires, et enfin la dernière colonne, revenus supérieurs. Donc déjà, bien situer la colonne dans laquelle on se situe. Et ensuite, on voit au niveau des lignes, qu'est-ce qu'on retrouve? Gain de 2 classes, gain de 3 classes ou 4 classes ou plus. Je vous disais donc, le parcours accompagné demande de faire au moins 2 sauts de classe sur l'étiquette énergie du logement.
Mais si on en fait 3 ou si on en fait 4 ou plus, ça change un petit peu la donne au niveau du montant des aides que l'on peut obtenir. Ensuite, un petit point, mais fondamental quand même, pour le montant des aides, c'est la notion du plafond de dépenses éligible. Vous voyez ici, on a 3 plafonds de dépenses qui sont indiqués. 40 000 € pour un gain de 2 classes, 55 000 € pour un gain de 3 classes et 70 000 € pour un gain de 4 classes ou plus. En fait, l'idée, c'est de dire que au delà d'un certain montant de travaux hors taxes, l'aide, peut atteindre un plafond. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est toujours plus parlant comme ça. Imaginons un ménage qui se situe dans la tranche, la première, la tranche très modeste. Ce ménage fait un projet d'ampleur, il a contacté un accompagnateur rénov notamment, l'audit a été fait et il y a un projet de travaux qui a été défini. Ce projet de travaux permet de faire, on va imaginer, 2 sauts de classe. Par exemple, je passe de E à C. Très bien. Donc, je me situe dans cette colonne et donc je me situe dans cette ligne avec 40 000 € de plafond de dépenses. Eh bien, le ménage va regarder le coût de ses travaux de rénovation énergétique hors taxe. Imaginons, premier exemple, le montant des travaux est de 30 000 € hors taxe. À ce moment-là, le montant de l'aide, du coup, sera de 80% de 30 000 €, ce qui fait 24 000 € d'aide. Autre exemple, toujours un ménage très modeste, avec un audit, on fait toujours 2 sauts de classe, mais cette fois, le montant des travaux hors taxe dépasse le plafond. Imaginons, on a 50 000 € de travaux hors taxe. Bah, dans ce cas, le montant d'aide est plafonné à 80% de 40 000 €, à savoir du coup 32 000 € d'aide. Voilà un premier exemple. Si j'en donne un autre, on va imaginer cette fois un ménage en revenu intermédiaire. Pareil, projet d'ampleur, il y a un accompagnateur rénov, il y a eu un audit, et le projet de travaux va permettre de faire, imaginons, 4 sauts de classe. Par exemple, je passe de E à l'étiquette A. OK, donc je me situe sur ce chiffre-là à 50% et le plafond de dépense, c'est 70 000. Bah, si mes travaux hors taxes me coûtent moins de 70 000 hors taxes, j'aurai le droit à 50% du montant de l'aide, du montant des travaux hors taxes sous la forme d'une aide. Par contre, si mes travaux, imaginons, me coûtent 75 000 € hors taxes, dans ce cas, le montant de l'aide sera plafonné à 50% pardon, de 70 000, ce qui fait 35 000 €. Donc voilà, c'est la notion vraiment de plafond de dépenses, elle est importante à connaître et donc ce plafond, ce n'est pas le montant maximal de l'aide, c'est plutôt le montant, finalement à comparer, au montant des travaux hors taxes. Si je suis en dessous, le pourcentage s'applique bien sur le montant des travaux, mais si je suis au-dessus, bah, le pourcentage s'appliquera, sur ces plafonds-là. Et pour terminer, vous voyez la dernière ligne en dessous, il y a une bonification qui s'intitule «Sortie de passoire énergétique», plus 10. Alors ce bonus-là, plus 10, vous pouvez l'appliquer à tous les chiffres qu'on retrouve au-dessus. Donc, par exemple, au lieu de 80, on prendrait 90, au lieu de 60, on prendrait 70, etc., etc. Il y a un plus 10 qui s'applique dans le cas où le logement il est qualifié F ou G avant les travaux et qu'il est au moins D après les travaux. Donc, lorsqu'on est dans ce cas de figure, F ou G avant travaux et au moins D après travaux, on a un bonus de 10 supplémentaire qui s'applique. Donc finalement, le cas vraiment maximum qui peut arriver, c'est pour les ménages très modestes qui, ont un logement, qualifié F ou G et qui font 4 sauts de classe ou plus. Ils peuvent atteindre 90 du montant des travaux hors taxes, plafonné à 70 000 € de dépenses. Donc finalement, le scénario vraiment maximum, c'est 63 000 € d'aide, pour les ménages très modestes qui font un projet avec, 4 sauts de classe ou plus. Et c'est pas impossible, hein, je préfère le préciser. On a d'ailleurs pu le voir, avec des ménages de notre territoire. Donc voilà un petit peu pour le parcours accompagné qui est accessible à toutes les tranches de revenus et qui prend en charge un pourcentage du montant des travaux. Il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions. Comme je vous disais, le parcours accompagné, il y a ce fameux accompagnateur rénov. Et donc cet accompagnateur rénov, il a un coût également. Pour vous indiquer, en moyenne, dans notre secteur, on observe des coûts qui, oscillent, de 2 000 à 2 500 €, parfois plus, TTC sur la prestation complète de l'accompagnateur. Je dis bien prestation complète, c'est-à-dire incluant la première visite du logement, l'audit, la restitution de cet audit, l'accompagnement dans la vérification de conformité des devis, l'assistance au dépôt du dossier d'aide, puis toute la partie suivi de chantier et visite, post-travaux, à la fin. Voilà, cette prestation complète, en général, elle est chiffrée entre 2 000 et 2 500. Elle peut varier d'un accompagnateur à un autre.
Cette prestation-là, il y a également dans le parcours accompagné une aide, versée aux ménages, pour, prendre en charge une partie de ce coût. Ça dépend à nouveau de la tranche de revenus. Vous voyez, pour les ménages très modestes, c'est remboursé à 100, 80 pour les modestes, 40 pour les intermédiaires et 20 pour, les ménages supérieurs. Le plafond de dépenses, c'est 2 000 €. Donc, je donne un nouvel exemple. Je suis un ménage très modeste. Si mon accompagnateur me coûte 2 000 €, je serai remboursé 2 000 €. Par contre, si mon accompagnateur me facture 2 500, je serai remboursé 2 000 €. C'est le plafond de dépenses. Donc voilà, je précise qu'il y a une aide spécifique pour les travaux, mais il y a une aide aussi spécifique pour la prestation de l'accompagnateur Rénov', dans ce fameux parcours accompagné. Donc là, on a balayé au niveau de MaPrimeRénov', le parcours monogeste et le parcours accompagné qui sont plutôt à destination du coup, de propriétaires occupants ou bailleurs, mais disons, pour des rénovations à titre individuel de leur logement. Ça peut être maison, ou appartement, mais c'est plutôt donc pour des projets, individuels. Je vais, passer également en revue un autre programme, au niveau de l'ANA. Là, on change un petit peu de sujet, mais on reste sur une aide financière de l'ANA, qui est cette fois MaPrimeRénov' copropriété. MaPrimeRénov' copropriété, c'est une aide spécifique pour la rénovation, cette fois plutôt des parties communes d'une copropriété. Par exemple, la chaufferie collective, isolée par l'extérieur, isoler le toit terrasse, et cetera. Des parties communes, donc des travaux qui doivent se voter en assemblée générale, et cetera. Bah, il y a un programme de l'ANA qui est spécifique pour ça. Alors, pour passer en revue rapidement les critères d'éligibilité, il faut qu'il y ait au moins 3/4 des lots qui soient de la résidence principale. Alors, ça peut être des logements qui sont en location, hein, mais il faut que ce soit de la résidence principale. La copro doit être immatriculée au registre national des copropriétés. Les travaux doivent permettre de faire 35 de gains énergétiques. Vous voyez ici, on ne parle pas de faire des sauts de classe en matière d'étiquette, mais on parle quand même d'une notion de gain, ce qui veut dire qu'il y aura un audit à réaliser avant les travaux pour pouvoir justifier de tout ça. Les travaux faits par des entreprises RGE, on le sait, et la copro doit être accompagnée par une AMO. C'est un petit peu finalement l'équivalent de l'accompagnateur Rénov' pour les rénovations individuelles. On parle ici plutôt d'une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour accompagner la copropriété. Et donc vous voyez, on a un tableau ici qui présente un petit peu le montant d'aide que l'on peut obtenir, et en l'occurrence, on parle d'un pourcentage du montant des travaux qui est, alors vous voyez la première ligne là, donc travaux permettant d'atteindre 35, je disais que c'était le minimum. Le montant de l'aide, c'est 30 du montant des travaux, plafonné à 25 000 € par, logement. Donc, le montant maximal, de l'aide, du coup pour les ménages sera de 7 500 €. Et donc cette aide-là, elle est attribuée, aux copropriétaires, sans condition de revenu. C'est pas lié à une condition de revenu, ce montant d'aide, il est versé plutôt, en fonction du coût des travaux, et donc le coût des travaux, lui, s'estime en fonction des quotes-parts, des tantièmes et cetera, au niveau de la copro. Mais là, il y a pas du tout la notion de tranche de revenu qui intervient. Les revenus, la tranche de revenus, ça va quand même servir à quelque chose pour des primes plutôt complémentaires. On le voit ici un peu plus bas, les primes individuelles pour les copropriétaires. Bah, pour les copropriétaires qui sont très modestes ou modestes, il y a une prime supplémentaire qui s'ajoute, 3 000 € pour les très modestes, 1 500 pour les modestes. Là, il y a la tranche de revenus qui intervient, mais de base, le programme MaPrimeRénov' CoPro, il n'est pas en fonction des revenus pour l'aide socle, l'aide principale. C'est plutôt un complément qui vient pour les copropriétaires les plus modestes. Je ne vais pas rentrer dans le détail complet. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter, mais vous voyez qu'on retrouve la notion d'un bonus, sortie de passoire, comme on avait, dans le parcours accompagné, et on voit également que pour les copropriétés qui vont un peu plus loin que les 35 et qui dépassent 50, bah, le montant de l'aide, il est valorisé de 15 supplémentaires. Mais si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser. Mais en tout cas, c'est bien un programme spécifique pour la rénovation sur les parties communes d'une copropriété, notamment isolation par l'extérieur, chauffage collectif, ventilation collective, toit terrasse, sous-sol, et cetera. Voilà un petit peu au niveau des aides de l'ANA, les aides publiques, au niveau national. On va rester sur un niveau national, mais cette fois, on va passer sur un dispositif d'aide privée qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. On dit aussi les CEE ou les C2E pour, faire plus court. Alors, si vous ne connaissez pas, en quelques mots, le principe des C2E, finalement, c'est que l'État, en fait, impose aux fournisseurs d'énergie de faire des économies, de permettre, en fait, à ceux qui consomment de l'énergie de faire des économies d'énergie. Donc, on appelle les fournisseurs d'énergie des obligés. Ils ont des obligations, ils ont des objectifs à atteindre, des quotas à remplir,
notamment d'économie d'énergie, et donc pour ça, bah, ils distribuent des primes à des particuliers qui font, de la rénovation énergétique. Les C2E, ça fonctionne par période. Vous voyez là, on est dans une période qui va prendre fin, fin 2025, mais ça fait déjà un moment que ça existe les C2E et donc ce voilà, ça a vocation de se poursuivre bien entendu. Et donc, c'est pour résumer, on pourrait dire que c'est un petit peu le principe d'une taxe pollueur-payeur pour les énergéticiens. Alors les énergéticiens, c'est très large, hein. Ça peut être des fournisseurs d'électricité, de gaz, et ça peut même être des vendeurs de carburant, hein, des grandes surfaces, des enseignes qui vendent du carburant, ce sont des énergéticiens. Ils ont des obligations, donc ils distribuent des primes à des particuliers. Les C2E, alors voilà le petit logo qu'on retrouve souvent sur les sites internet ou les documents. Les C2E, en fait, pour bien distinguer, on va distinguer des C2E dits classiques par rapport à des C2E coup de pouce, qui sont en fait des offres bonifiées. La différence, c'est que les C2E classiques, tout simplement, il y a pas de montant, fixé, il y a pas de montant minimum, garanti. Donc le montant de la prime dépend de l'énergéticien auprès duquel vous allez faire la demande. Tandis que les C2E coup de pouce, on va voir que ça concerne quelques travaux, en particulier. Ça permet d'avoir des montants minimums qui sont imposés à chaque énergéticien, voilà, qui ne peuvent pas proposer moins que ces montants-là. On va regarder d'un peu plus près. C'est vraiment la petite distinction au niveau des C2E. Mais rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure qu'au niveau de ma prime rénov, on avait ces 2 parcours, hein, le parcours accompagné et le parcours monogeste, et je vous disais que le parcours accompagné intégrait dedans la prime C2E. Donc, lorsqu'on mobilise le parcours accompagné, on n'a pas du tout besoin de gérer la partie C2E. D'ailleurs, l'ANA vous demande de signer un engagement comme quoi vous n'allez pas demander la prime C2E parce que finalement, c'est l'ANA qui s'en occupe, c'est intégré dans le montant d'aide qu'il vous donne, et donc ça permet de simplifier ces démarches administratives. Vous n'avez pas à gérer les C2E si vous demandez un parcours accompagné à ma prime rénov. Par contre, si vous demandez un parcours plutôt monogeste, et on a vu le tableau tout à l'heure avec les montants d'aide en fonction des travaux, bah, vous pouvez cumuler sur un deuxième dossier, du coup, une prime C2E. On va regarder d'un peu plus près ces fameuses offres coup de pouce. Il y en a notamment 3 à avoir en tête, mais la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle le coup de pouce chauffage. Le coup de pouce chauffage, ça intervient notamment pour le remplacement des chaudières gaz ou fioul par un autre équipement qui ne soit pas à énergie fossile. Donc on retrouve notamment les familles de pompes à chaleur, pompes à chaleur aérothermiques, géothermiques, également tout ce qui est système solaire thermique et puis biomasse. On va avoir quelques exemples. Donc c'est le coup de pouce chauffage. On retrouve également le coup de pouce rénovation performante des bâtiments collectifs. Et donc pour les copropriétés qui font de la rénovation en partie commune, peuvent cumuler ma prime Rénov CoPro avec ce C2E coup de pouce. On va le voir aussi d'un peu plus près. Et il y a également un coup de pouce rénovation performante pour la maison individuelle, mais on va le voir uniquement dans le cas où on n'est pas éligible au parcours accompagné. Parce que je vous l'ai bien dit, hein, quand on est éligible au parcours accompagné, bah, justement la prime C2E sera incluse dedans. Mais on va voir dans quel cas éventuellement on peut ne pas être éligible tout simplement au parcours accompagné. Alors, regardons d'un peu plus près, puis on commence par le coup de pouce chauffage. Bah, vous voyez, c'est le montant minimum de ces primes pour le remplacement d'une chaudière, alors charbon, fioul ou gaz, par un autre équipement, comme les chaudières à bois, les pompes à chaleur. Bah, par exemple, pour les ménages modestes ou très modestes, 4 000 € minimum pour installer une pompe à chaleur RO à la place, par exemple, d'une chaudière fioul ou au gaz. Si je me situe dans la tranche intermédiaire ou supérieure, c'est 2 500 € minimum. Donc c'est des montants minimums, je précise. Certains énergéticiens peuvent parfois donner un peu plus, parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, ils ont des objectifs à atteindre et que s'ils ne les atteignent pas, ils ont de fortes pénalités financières. Donc ça peut arriver, hein, d'avoir des énergéticiens qui boostent un petit peu le montant de leur prime pour encourager les ménages à se tourner vers eux. Je précise, ça a beau être des énergéticiens qui donnent ces primes, ça ne va pas du tout vous lier par un quelconque contrat derrière de fournisseur d'électricité ou autre, hein. Vous n'avez pas du tout besoin d'être en contrat avec un énergéticien pour lui demander une prime. Ça, c'est le coup de pouce chauffage. On a le coup de pouce, rénovation d'ampleur pour les maisons lorsqu'on n'est pas éligible. Vous voyez, il n'est possible de mobiliser le coup de pouce rénovation d'ampleur que pour les ménages non éligibles à MaPrimeRénov' parcours accompagné. Et un exemple, par exemple, c'est pour rénover une résidence secondaire. Une résidence secondaire, ça ne sera pas éligible à MaPrimeRénov' qui se concentre sur de la résidence principale. Par contre, les C2E fonctionnent sur de la résidence secondaire. Donc si je fais un projet d'ampleur sur une résidence secondaire,
plutôt que de demander des primes C2E, poste par poste, qui vont être d'un montant assez faible, ben, on peut solliciter, le coup de pouce, C2E, rénovation d'ampleur en maison individuelle. Et donc c'est un voilà, on retrouve la notion de faire un audit parce que vous voyez, on retrouve la notion de faire des sauts de classe, et donc ça permet d'avoir un montant minimum, qui dépend un peu de la surface habitable ainsi que du nombre de sauts de classe. Mais c'est bon à savoir quand on n'est pas éligible au parcours accompagné et qu'on fait une rénovation d'ampleur quand même, on peut solliciter ce coup de pouce. Et enfin, le coup de pouce pour les copropriétés, c'est un montant d'aide en fonction du mètre carré de logement, à rénover, et la situation aussi de départ, influe selon que la copropriété, se situe d'abord sur un équipement de chauffage, type charbon, fioul ou gaz, et qu'il est remplacé par un système, notamment, renouvelable. Ben, si on est dans ce cas de figure-là, le montant est un petit peu bonifié par rapport aux autres situations, par exemple, où on ne toucherait peut-être pas du tout au chauffage. Ça, c'est le coup de pouce pour les copropriétés. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus dessus, mais si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser. On termine sur le plan un peu national au niveau des aides, et maintenant on va regarder d'un peu plus près ce qui peut exister au niveau local. Alors sur notre territoire, on va balayer 3 sujets. On va commencer par des aides locales au niveau de la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Donc là, il faut, regarder, votre commune, tout simplement sur quel territoire elle se situe. Si vous vous situez sur le territoire de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, vous pouvez, mobiliser des aides complémentaires. On appelle ça de l'abondement. En fait, ça s'inscrit finalement, au niveau des programmes que j'ai pu aborder, vous voyez, MaPrimeRénov' parcours accompagné, MaPrimeRénov' copropriété, ben, c'est à destination des ménages aux revenus modestes et aux revenus très modestes. Mais je vous donne un exemple. Si vous êtes un ménage aux revenus très modestes, que vous faites un parcours accompagné, ben, vous obtenez également une aide complémentaire au niveau de la communauté d'agglo, de 500 €. Autre exemple, je suis dans une copropriété qui fait une rénovation sur les parties communes. La copropriété mobilise le programme MaPrimeRénov' Copro. Eh bien, la communauté d'agglo va, on appelle ça un abondement, va abonder pour les ménages modestes ou très modestes d'une prime supplémentaire, donc 2 000 € pour les ménages aux revenus modestes et 3 000 € pour les ménages aux revenus très modestes. On appelle ça de l'abondement, c'est-à-dire qu'il faut à la base solliciter le programme MaPrimeRénov' en parcours accompagné ou le programme MaPrimeRénov' Copro par exemple, pour obtenir cette aide-là. Mais ça peut correspondre à certaines situations. Ce soir, je ne m'attarde pas plus sur le programme MaPrimeLogement Décent, qui concerne plutôt la rénovation des logements dégradés ou insalubres. Si vous avez des questions, on pourra l'aborder, mais ce soir, on se concentre peut-être plus sur la thématique, énergétique, au niveau des aides financières. Donc voilà un exemple d'aide locale qui peut exister et qui donc, bien sûr, est cumulable. Une autre aide locale, bah, sur notre territoire, notamment sur le Nord Yvelines, on peut retrouver, certaines communes qui appartiennent au parc naturel régional du Vexin français. Eh bien, le parc, propose également des aides financières pour certains postes de travaux de rénovation énergétique. Là, j'ai mis un petit extrait, hein, mais c'est pas une liste exhaustive, mais notamment, voilà, le parc met beaucoup en avant les équipements, au bois, comme les poêles à granulés ou chaudières à granulés, la géothermie également, les systèmes solaires, thermiques, par exemple, pour, produire de l'eau chaude. On retrouve aussi beaucoup au niveau du parc, des aides pour mettre en avant les isolants biosourcés, comme la fibre de bois, le liège, le lin, enfin, il y a divers exemples, hein. Mais si vous faites une rénovation et que votre logement se situe sur une commune qui appartient au parc, du Vexin français, vous pouvez, les solliciter pour, voir un petit peu de plus près les conditions pour obtenir ces aides financières, locales, qui existent sur notre territoire. Donc ça, c'est au niveau du Vexin français. Un autre exemple au niveau local qui peut, se faire, mais aucune garantie malgré tout, je préfère, vous prévenir par rapport à ça. C'est au niveau de la commune cette fois, et plus particulièrement au niveau de la taxe foncière. En effet, lorsqu'on entreprend, des travaux qui améliorent la performance énergétique d'un logement, on peut, se voir attribuer une exonération, de la taxe foncière pendant une durée de 3 ans. Alors, pour, définir d'un peu plus près, cette exonération, elle peut être de 50 ou de 100 de la taxe foncière, mais de la part communale de la taxe foncière, je précise. De la part communale, puisque dans une taxe foncière, on a également, des parts qui peuvent aller, au niveau du département, au niveau de la communauté de communes ou autre. Donc c'est la part communale qui peut être exonérée à 50 ou à 100 pendant une durée de 3 ans après les travaux.
C'est lorsque l'on fait, lorsqu'on a un montant de travaux qui dépasse notamment, 10 000 € TTC, sur, le logement. En revanche, cette exonération de taxe foncière, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas systématique, elle dépend donc effectivement de, la commune et de savoir si lors d'une délibération, ce dispositif-là a été bel et bien adopté par la commune. Donc il y a aucune garantie que toutes les communes l'appliquent, hein. On a aussi, beaucoup de réponses négatives, mais c'est dans un contexte économique aussi assez fort, hein. Donc l'idée, c'est de se rapprocher, soit de sa mairie directement, de son service des impôts pour savoir si la commune le propose. Carrières sous Poissy, alors, faudra que je revérifie pour 2025, mais en tout cas en 2024, par exemple, la commune de Carrières, sous Poissy, faisait cette exonération à hauteur de 50. Donc ça vaut le coup de, se renseigner, auprès de sa mairie, mais comme je disais, c'est loin d'être systématique, à toutes les communes. Donc voilà au niveau local, ce que l'on peut retrouver sur notre, territoire. Maintenant pour, terminer, abordons un petit peu le sujet des prêts bancaires et un petit peu de la TVA aussi, mais, on va aborder un petit peu ces sujets qui sont vraiment, fondamentaux aussi en matière de rénovation énergétique puisque gardez en tête qu'au niveau des dispositifs d'aide, MaPrimeRénov' ou les C2E, gardez bien en tête que le dossier se dépose avant, signature du devis, donc avant le démarrage des travaux. Par contre, le montant de l'aide, il est versé, alors souvent par virement bancaire, hein, sur un RIB, mais il est versé après les travaux sur présentation des factures. Pour les parcours accompagnés, les ménages les plus modestes peuvent demander une avance, mais c'est une avance qui ne couvre pas la totalité du montant de l'aide. Ce qui veut dire que l'aide qui est versée après travaux sur présentation des factures, ça implique quand même de pouvoir avoir un financement, avant ça, pour pouvoir payer les entreprises qui, bien sûr, demandent des acomptes à la signature, des paiements en milieu de chantier, en fin de chantier, et cetera. Donc les prêts bancaires, c'est un rôle important à jouer là-dessus. Donc on va en voir 2 exemples et notamment le premier, l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-PTZ, et je dis bien éco-PTZ, attention parce qu'il y a aussi le PTZ, mais qui est plutôt pour l'achat d'un logement. L'éco-prêt à taux zéro, c'est vraiment pour de la rénovation énergétique, donc des travaux d'isolation, chauffage, ventilation, etc. L'éco-PTZ, bah, vous voyez, il y a différents forfaits qui existent, hein. On retrouve un petit peu le tableau là qui le présente. Il y a des forf ça reflète un peu la logique des aides, c'est-à-dire qu'on retrouve des forfaits plutôt monogestes. Par exemple, une action de travaux, ça peut couvrir maximum 15 000 € à taux zéro. Si je fais un bouquet de 2 travaux, 25 000, un bouquet de 3 travaux ou plus, 30 000 €, maximum à taux zéro. Donc on est plutôt là sur des forfaits poste par poste. Mais on retrouve également un forfait performance globale qui, lui, peut octroyer un prêt jusqu'à 50 000 € à taux zéro. La différence, c'est que celui-ci, pour pouvoir le demander, on retrouve cette notion de devoir justifier que je fais de la rénovation globale, donc il y aura un audit à fournir à l'appui pour pouvoir prétendre à l'éco-PTZ de 50 000 € maximum en rénovation globale. L'éco-PTZ, il n'est pas soumis à la tranche de revenus. Ce n'est pas en fonction du revenu fiscal, de la tranche que j'y suis éligible ou pas. Il faut quand même imaginer que c'est un prêt bancaire, c'est-à-dire que c'est la banque qui aura la décision d'attribution, notamment en fonction du taux d'endettement, des capacités de remboursement, etc. Donc c'est un prêt bancaire, mais qui est là pour la rénovation énergétique et qui peut permettre d'accéder à un financement pour pouvoir payer notamment les entreprises de travaux. Un autre prêt existant, ce qu'on appelle le prêt avance rénovation. Alors là, l'idée, c'est que c'est un prêt, contrairement à l'éco-prêt à taux zéro qui va impliquer des mensualités à rembourser, derrière, sous 15 ans maximum d'ailleurs pour, l'éco-prêt à taux zéro monogeste ou bien 20 ans maximum pour l'éco-prêt à taux zéro en réno global. Le prêt avance rénovation, lui, il n'y a pas cette notion de mensualité à rembourser. En fait, on dit que c'est un prêt hypothécaire qui est remboursé in fine, c'est-à-dire, lors de la vente du logement ou lors d'une succession au niveau du logement, le remboursement se fait à ce niveau-là. Le prêt avance rénovation, il y a un format qu'on appelle le prêt avance rénovation plus, qui est à destination des ménages modestes et très modestes, qui a un taux d'intérêt à zéro. Mais il y a aussi pour les ménages intermédiaires supérieurs, le prêt avance rénovation, il a un taux d'intérêt, il n'est pas complètement à taux zéro. Donc voilà, c'est bien des choses à étudier de près, avec les banques. Mais en tout cas, c'est, voilà, des sujets qu'il faut aborder, lorsqu'on a une idée un peu plus précise du budget en rénovation énergétique. Voilà un petit peu pour le schéma des prêts, mais qui est vraiment un enjeu important en matière de rénovation énergétique, donc c'est important d'avoir tout ça en tête.
Et ensuite pour, continuer, au niveau de la TVA. Alors la TVA, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en rénovation énergétique, la TVA, elle est réduite à 5,5 pour les travaux, de rénovation ou d'amélioration énergétique, notamment isolation, ventilation, chauffage. C'est le cas général, il y a toujours des spécificités. Attention, la TVA, je ne vais pas, donner une liste complètement exhaustive. Il faudra regarder de plus près parce qu'il y a des cas où certains travaux, ça va être 10 par exemple, mais quand même dans la majorité, ce sera 5,5 pour les travaux énergétiques et les travaux induits, qui sont, indissociablement liés. Je vous donne un exemple, isolation par l'extérieur, ben, un travaux induit, c'est de poser un échafaudage autour du logement. Bah, les coûts, la TVA sur la pose de l'échafaudage, ce sera également 5,5. Hem Au niveau, démarche, alors bon, logement de plus de 2 ans, au minimum, ça peut être de la résidence principale ou secondaire, ça peut être en maison ou un appartement. Je précise, petit cas particulier, l'entreprise par exemple, n'a pas besoin d'être certifiée RGE pour la TVA à taux réduit. Ça peut être un exemple de dire, bah, si vous avez un projet de rénovation, mais peut-être un petit projet, pas forcément de grosse ampleur, votre entreprise n'est pas RGE, bon, bah, vous n'allez pas du tout solliciter tout ce qui est MaPrimeRénov', C2E, les prêts bancaires et cetera. Mais par contre la TVA, ça s'applique, même si l'entreprise n'est pas RGE. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien des travaux, de rénovation énergétique. En termes de démarches, c'est pas vraiment de votre côté que vous avez à faire des démarches, c'est plutôt l'entreprise qui doit vous faire signer une attestation, lors de qui est enfin voilà, c'est lors de l'établissement du devis qu'elle vous fournit, cette attestation-là. C'est plutôt de bien vérifier sur les devis le taux de TVA qui est appliqué pour, s'assurer que c'est les bons taux de TVA qui s'appliquent sur les travaux. Donc voilà, c'était un petit aparté sur la rénovation, enfin la TVA. Ça clôture un petit peu là les aides financières en rénovation énergétique, hein. J'ai donné pas mal d'infos, j'espère avoir été le plus clair possible. Mais comme je vous disais, vous aurez bien entendu le replay de ce webinaire ainsi que la présentation et il ne faudra pas hésiter à poser vos questions. Je termine simplement rapidement en présentant, des acteurs du territoire que vous pouvez, mobiliser pour, obtenir des conseils, sur vos projets de rénovation énergétique. Et donc notamment, ben, je vais commencer par les espaces, France Rénov', dont Énergie Solidaire, fait partie. Donc France Rénov', je répète, hein, c'est un service public de conseil, donc du conseil neutre, gratuit et indépendant pour, vous accompagner sur vos projets de rénovation énergétique. En général, France Rénov', c'est le service vraiment porte d'entrée, hein, par lequel on démarre pour obtenir tout un tas d'informations beaucoup plus personnalisées sur vos logements, votre situation, notamment sur les aspects techniques, sur voilà, où trouver les professionnels, où trouver les entreprises RGE, où trouver les accompagnateurs Rénov', par exemple, à quelles aides financières j'ai le droit, et cetera. Voilà, sollicitez votre espace France Rénov' de secteur. Je dis bien de secteur. Alors, ce soir, il y a beaucoup de chances que ce soit nous, Énergie Solidaire, votre espace France Rénov' de secteur, mais sachez que tout dépend de là où se situe le logement qui est concerné par la rénovation. Si vous avez un doute, il suffit d'aller sur le site France Rénov', il y a un onglet «Trouver son conseiller France Rénov'», vous tapez le code postal, de la commune du logement à rénover et vous avez automatiquement les coordonnées de l'espace France Rénov' de secteur. Pour vous donner un exemple, sur les Yvelines, on est 3 espaces France Rénov' à se partager le territoire. Donc nous, je vous ai montré la carte en début de, présentation. On a plutôt le territoire du Nord Yvelines, mais voilà, France Rénov', c'est bien un service public national. Ensuite, 2 autres services publics à connaître sur le territoire. Il y a le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui est également un service public de conseil, avec une équipe composée d'architectes. Donc ça peut être très intéressant pour, obtenir des conseils en matière, du coup d'architecture avec voilà, des travaux qui peuvent modifier un peu, l'aspect extérieur du logement. Voilà, pour obtenir des conseils sur comment intégrer ce genre de travaux. Est-ce qu'il y a des démarches aussi particulières en matière de, par exemple, vis-à-vis de l'urbanisme et cetera? Enfin, c'est le CAUE, également de très bons conseils à solliciter, donc vous avez leurs coordonnées. On a la chance d'avoir un CAUE dans les Yvelines, donc vous avez, ici les coordonnées si vous avez des questions plutôt, d'ordre, disons architectural. Et enfin, troisième acteur important, c'est l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. Pareil, on a la chance d'avoir une ADIL dans les Yvelines. Heu, à nouveau un service public de conseil, mais sur une thématique plutôt d'ordre réglementaire et juridique, puisqu'en fait, ce sont des juristes qui composent les membres de l'ADIL et ils sont là pour vous renseigner sur, tous les sujets réglementaires liés au logement et donc la rénovation, ça en fait partie. Mais si vous avez des questions, voilà, sur, par exemple, je parlais des obligations réglementaires qui arrivent pour les bailleurs, pour la vente, si vous posez des questions sur les par exemple en matière de réglementation, sur les copropriétés, lorsqu'on veut isoler un mur par l'extérieur qui donne sur un terrain voisin, il y a le droit de surplomb qui s'applique. Enfin, dès lors qu'il y a un support un peu réglementaire, l'ADIL est de très bons conseils aussi à solliciter. Donc vous avez leurs, coordonnées, juste ici.
Voilà, donc ça termine un petit peu, la présentation que je voulais, finalement vous présenter ce soir. On a ici une petite slide un petit peu, récapitulative, vraiment pour avoir bien en tête un petit peu le chemin à parcourir en matière de rénovation et qu'il faut bien distinguer qu'il y a un gros travail quand même qui se fait en amont des travaux, avec déjà un propre examen de son logement soi-même. Ensuite, solliciter son espace France Rénov' de secteur, essayer de cibler un peu plus clairement les travaux que l'on va faire. Est-ce qu'on va se diriger vers un parcours accompagné? Dans ce cas, on va peut-être se tourner vers des accompagnateurs rénov pour faire un audit. À l'inverse, est-ce qu'on va plutôt aller vers un parcours monogeste? Dans ce cas, on va peut-être pouvoir aller directement vers les entreprises pour faire des devis qu'on va bien sûr me comparer, qu'on va mettre en concurrence. Si à un moment donné, un projet de travaux se concrétise, on n'engage pas encore les travaux, on va d'abord déposer les dossiers de demande d'aide. On vérifie que tout le monde est bien certifié RGE comme il faut. Et une fois que les travaux démarrent, ça ne veut pas dire on relâche tous les efforts, bien sûr. Il y a un suivi important des travaux à faire. Et bien sûr, dans la réception des travaux et la prise en main du logement après travaux, tout ça, faut pas relâcher l'effort à ce moment-là. Il faut rester bien attentif tout au long. Mais comme je vous disais, les espaces France Rénov sont là aussi pour vous accompagner, pour que vos projets se passent le plus sereinement possible. Eh bien, écoutez, moi, j'arrive au terme de ce que je voulais, évoquer avec vous ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer à la partie donc, questions et réponses. Je vais pouvoir donc, clôturer l'enregistrement, de ce webinaire et donc vous aurez le replay, à disposition. Donc je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir passer à la partie, questions et réponses.